Bonjour, je m'appelle Hermine Prunier, je suis la fondatrice de Time to Bloom, coaching en épanouissement personnel par le yoga, fière coq-bloqueuse professionnelle de fuckboy et autres narcissiques et hôte de cette émission. Mon intention principale dans tout ce que je fais, le désir de voir les femmes mettre au moins autant d'énergie dans la réalisation de leurs rêves que dans leur vie sentimentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la seule, l'unique Laura Zorman au micro du Time to Bloom podcast. Je l'ai rencontrée via une amie commune lorsque j'étais au lycée et depuis, je suis sa plus grande fan. Parce que Laura est très drôle, mais alors très drôle, et ce que j'aime par-dessus tout chez elle, c'est sa franchise inégalable. Elle dit ce qu'elle pense sans mâcher ses mots et I take that, you know. Mais bref, je l'aime aussi très fort parce qu'on est sur la même longueur d'onde en termes de pop culture, indeed. C'est la première copine francophone avec qui j'ai pu partager ma passion pour les shows de Bravo, dont les Real Housewives de Beverly Hills, New York, etc. et le fameux Vanderpump Rules dont je te parle un épisode sur 3. Depuis, j'ai plusieurs copines qui ont regardé et avec qui je peux débriefer des scandaleux comportements dont on est témoin en regardant ce show, mais Laura reste la première avec qui j'ai pu le faire et ça peut sembler idiot pour beaucoup de gens, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Anyway, dans la vie, Laura est une photographe de mariage très prisée de la clientèle internationale et mon souhait le plus cher, c'est qu'un jour, tu rencontres quelqu'un qui te donne envie de l'embaucher pour immortaliser ton mariage laïque. Je ne saurais que trop te recommander de ne pas impliquer l'État dans un truc aussi complexe et instable que les sentiments. Mais bon, je ne suis pas avocate, mais bien renseigne-toi auprès d'un ou d'une pro sur ce qui est le plus avantageux et le moins risqué. En tout cas, ce que je peux te garantir, c'est que même si malheureusement tu épouses un minable, si tu fais appel à Laura pour tes photos, tu n'auras au moins pas raté ça dans ton mariage. Laura, bienvenue dans le Time to Bloom podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler ensemble des meilleurs exemples de relations toxiques dans la pop culture. Avec plaisir, je suis super contente d'être sur ce podcast. J'ai trop hâte, j'adore parler, donc trop cool. Et moi, j'adore t'écouter, donc on peut être là pendant un moment. Avant tout, comme pour chaque invité, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, du coup, je m'appelle Laura, j'habite Paris, je suis parisienne de souche, comme on dit. Je suis photographe, je fais surtout des mariages, couples, familles, je travaille beaucoup avec les étrangers, tout ça. J'adore tout ce qui est pop culture américaine, on en parlera du coup tout à l'heure, je crois. Et puis c'est à peu près tout. Ma vie est bien ennuyante. Voilà, j'ai une vie à peu près normale, rien d'exceptionnel. Voilà. Mais j'ai bien hâte de parler du coup des relations des autres qui sont bien plus intéressantes que celles que j'ai avec mon mec. Voilà. Alors justement, voilà. On y vient parce que finalement une relation comme celle que tu as avec ton mec, c'est quand même celle que je souhaite à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, puisque voilà, il n'y a pas de... Enfin, vous avez certainement vos différends parfois parce que c'est normal quand on vit avec quelqu'un et surtout depuis si longtemps. Si je dis pas de bêtises, vous êtes ensemble depuis 10 ans, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc forcément, il se passe des choses, mais bon, globalement, vous avez pas de disputes qui soient cataclysmiques. Il t'insulte pas, il te met pas en émotionnellement dans une instabilité terrible où tu te sens mal jour après jour et tout. Et donc voilà, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur le secret de cette relation saine. Il n'y a pas vraiment de secret, hein. C'est avoir de la chance aussi, en fait, tout simplement. Hein. Enfin, moi, j'ai eu de la chance de tomber sur un mec bien, quoi. Et malheureusement, on n'a pas toute cette chance-là, tout simplement. Après, moi, j'ai toujours été très compliquée sur ce que je cherchais, c'est-à-dire que je me suis jamais... je m'ouvre très, très difficilement avec les mecs. J'ai toujours été comme ça. On m'a toujours dit que je faisais peur aux mecs. Alors, je sais pas vraiment ce que ça veut dire faire peur aux mecs, en fait. Voilà. Donc, à l'époque, j'étais bon et tout. Maintenant, je le prends un peu mal quand on me dit ça. Je dis, ça veut dire quoi faire peur aux mecs? C'est un truc misogyne encore, débile qu'on dit aux femmes, tu vois. Voilà quoi. Ouais. Mais en fait, je pense que je suis pas du genre à me laisser faire facilement par les mecs et je lis très bien les gens.
Et je sais très bien qu'on me bullshit en 2 secondes, en fait. Voilà. Et moi, quand on me bullshit, c'est genre, va te faire foutre direct. J'ai même pas envie de jouer avec toi. Le jeu au chat de la souris, c'est pas mon truc. Ça a jamais été mon truc. Je l'ai fait à un moment donné. Au bout de 5 minutes, ça m'a saoulée. J'étais next. Voilà. Et en fait, voilà. Je pense que c'est vraiment avoir de la chance, se respecter soi-même aussi. Je pense. Il y a beaucoup de ça parce qu'il y a beaucoup de nanas qui n'ont pas confiance en elles. Et du coup, tu vois, par exemple, il y a un film que j'adore qui s'appelle The Perks of Being a Wallflower, c'est avec Emma Watson. Et dedans, en fait, il y a une citation que j'adore que je raconte à ma petite sœur. Je lui rappelle de temps en temps parce que ma petite sœur, parfois, elle se trouve vraiment des cassos, tu vois. Et je lui dis, rappelle-toi de cette phrase dans le film qui dit You accept the love you think you deserve. Donc tu acceptes l'amour que tu penses mériter, en fait. Et je pense qu'il y a ça aussi, ce problème de voilà, j'ai pas confiance en moi, donc je vais aller me trouver un mec de merde, tout simplement, quoi, en fait. Et je pense qu'inconsciemment il y a un truc derrière, tu vois. Et voilà, moi j'ai toujours été, moi il me faut un mec bien, en fait. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu aussi de la chance de tomber sur Romain, clairement. Voilà, quoi. Je le dis, j'ai eu du bol, franchement. Mais du coup, comment est-ce que tu as su que c'était un mec bien? C'était quoi les flags? Parce que c'est tellement dur de faire la différence entre ça et le fameux love bombing. Complètement, il n'y a pas eu de love bombing avec Romain. Déjà, on a mis du temps à se dire je t'aime. Je crois qu'on a mis genre 6 mois, tu vois. On s'est mis ensemble en septembre, mais on s'est dit je t'aime en janvier. Et en fait, ça a été tellement naturel, c'est-à-dire qu'au bout de 1 mois et demi, il m'appelle, il me dit ouais, ça te dérange, parce qu'en fait il bossait à côté de chez moi à l'époque. Et il me fait ouais, ça te dérange de récupérer les clés de chez moi parce que genre j'ai Amazon qui doit me livrer un truc et en fait je serai pas là à temps et tout. Tu peux récupérer les clés et genre récupérer le colis pour moi, tu vois. Et il a jamais récupéré les clés, en fait. Au bout d'1 mois et demi, et après c'était en mode tu viens à la maison, oui, tu peux venir 1 heure avant moi si tu veux parce que moi je vais arriver tard. Tu vois, ce genre de petits trucs, en fait, qui viennent naturellement, tu vois. Enfin, c'est con, mais genre au bout de 2 mois, genre c'est débile, mais tu sais, genre on allait faire des courses ensemble, tu vois. Enfin, c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais qui font toute la différence, quoi. Et après il y a eu mon anniversaire aussi au bout de 2 mois, et genre il a rencontré ma mère et tout. Et aussi, ça, c'était pas stressant, ça s'est fait aussi hyper naturellement. Mes meilleures potes, elles étaient en mode franchement, c'est trop un mec normal et tout. Genre, tu sais, il y a juste eu les bonnes vibes, et en fait, on s'est jamais pris la tête dans cette relation, en fait. Ça a toujours été hyper, ça a été suite logique. Voilà, on s'est jamais pris la tête, et tout de suite, on s'est dit, en fait, on est ensemble, quoi. Et il n'y avait pas de complications à ce niveau-là. Ok, cool. Et le secret de votre longévité? Parce que ça aussi, c'est rare de nos jours. C'est clair. La meuf, elle a jamais swipé de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Jamais eu besoin. Jamais. Ah si, à un moment, j'étais sur Adopte un mec, mais c'était pas vraiment un swipé. Non, c'est pas pareil. Mais en fait, j'étais trop stressée de rencontrer les mecs que je connaissais pas et tout. Du coup, en fait, je faisais que parler et je rencontrais jamais. Enfin bref. Tout ça pour dire que je ne sais pas c'est quoi la longévité. J'en sais rien. Peut-être, je sais pas, lui, il est calme. Moi, je suis l'opposé. J'en sais rien, on se complète. Ce genre de conneries, quoi. Ouais, voilà, tu vois, il aime les meufs un peu chiantes. Bon, parfait, tu vois. Il me fait rire, voilà, il est marrant. Et puis, surtout, il est très compréhensif. Il est très dans la compréhension. Donc, quand ça va pas, il vient me voir, il me fait pourquoi ça va pas. Explique-moi pourquoi. Tu vois, genre vraiment, c'est vraiment sympa d'avoir un mec qui s'assoit et qui essaie de comprendre pourquoi t'es dans cet état-là, etc. Et qui va pas dire ah putain elle est chiante et tout. Voilà. Par exemple, quand j'ai mes règles, il sait que j'ai mes règles. J'ai pas forcément besoin de les dire. Il s'est dit elle a ses règles cette semaine. Bon enfin on va. La manière dont il me parle, c'est différent. Il est un peu plus doux et tout. Tu vois, genre, direct, tu comprends, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis bon, bref. C'est très mignon. En tout cas, voilà, je suis contente de parler de vous
parce que comme je l'avais dit au brunch, on a une amie en commun, donc Paco, à son brunch, il y avait toi, il y avait 2 autres amis dont il se trouve que j'aime beaucoup les mecs, et c'était important pour moi de souligner, je ne déteste pas tous les mecs en général, je ne déteste pas tous les mecs de mes copines en général, il y a ces 3 exemples, dont Romain, et je les souhaite à toutes. Donc c'est important de le dire, parce que tout le monde sinon me trouve trop cynique, et non, c'est juste que comme tu disais, si tu sors un bullshitter qui n'arrive pas à la cheville de ton ami ou de ta sœur ou de ta cousine, ta collègue et tout, flemme de le valider, quoi. Complètement. Je pense que justement, c'est flatteur de se dire, ma pote, elle aime pas ce mec-là parce qu'elle a envie de me protéger et tout. Tu vois, moi, je trouve ça cool, quoi. C'est ça, exact. Ouais. Allez, let's dive into it now. Du coup, je l'ai dit en intro, mais toi aussi, tu es une fan incontestée des shows de Bravo, dont le fameux Vanderpump Rules, dont je parle régulièrement. C'est un euphémisme dans cette émission. Comme tu le sais, je fais du prosélytisme régulièrement pour ce show. Ah oui, ça je sais. Ça marche. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. parfois ça marche. Écoute, ça a quand même marché avec ma coloc. Une de nos amies là qui vient en plus aujourd'hui passer la semaine à la maison. Ça y est, elle a tout maté toutes les saisons. Et là, j'ai une autre copine qui est en train de commencer, mais effectivement, la fameuse Paco me résiste. Mais ce sera jamais, quoi. Écoute, je lâche rien, j'y crois. Peut-être cet épisode va lui donner envie. Du coup, est-ce que justement tu peux expliquer brièvement ce qu'est Pump Rules pour les meufs qui n'ont jamais encore regardé, s'il te plaît? C'est une télé-réalité américaine qui est très bien produite. Donc, quand on dit bien produit, ça veut dire que la qualité est là, c'est filmé avec des bonnes capes, c'est pas cheap comme les anges de la télé-réalité ou ce genre de trucs. Et surtout, ce qui est cool, c'est que en fait, tous ces gens-là, tout le casting, en fait, se connaît de base, ils sont vraiment potes, quoi. Et ça change un peu des télé-réalités françaises qu'on peut voir où en fait les gars ils sont plongés dans un univers, ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam et après ils font croire qu'ils ont des relations alors qu'ils se connaissent, voilà, ils se connaissent pas et tout. Du coup, il y a pas de connexion, il y a pas de passif, il y a rien. Alors que là, du coup, cette série, ce qui est cool, c'est que c'est comme une vraie série, sauf que c'est de la réalité et non, ce n'est pas scripté. Ils sont vraiment juste tous tarés, quoi. C'est la jeunesse américaine de LA, un peu coquet, un peu alcoolisés, et puis ils veulent tous, et c'est tous des serveurs dans un resto assez connu à LA, ils veulent tous devenir acteurs, c'est leur rêve, quoi, d'être connus, et puis il y en a qui ont réussi, donc c'est cool parce que maintenant ça fait 10 ans, donc il y en a aujourd'hui, c'est des grosses stars, quoi. Du coup, pour remettre dans le contexte du Time to Bloom podcast, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce show est vraiment intéressant à regarder pour les femmes qui voudraient s'instruire sur les toxiques et narcissiques et... Ce qui est intéressant, c'est que dès le premier épisode, tu vois que c'est que des couples toxiques, quoi. Tu vois, genre, il y a que ça. En fait, c'est vraiment lamentable, quoi. C'est-à-dire que c'est que des meufs qui sont avec des gros cassos, genre qui les méritent pas, quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, il y a 2 de ces couples-là, parce que je pense à Stacy, Katie et Kirsten, évidemment, dans le lot, dans les principales, mais en gros, il y en a 2 dans le lot qui sont restés très longtemps, dont une qui s'est mariée quand même avec son mec toxique, quoi. Donc, on en est là. Aujourd'hui, ils sont divorcés, heureusement. Voilà, mais ouais, en fait, c'est que des meufs qui ont pas confiance en elles. Encore une fois, on en arrive à là, quoi. Et genre, elles pensent qu'elles auront pas mieux et du coup, elles se contentent de peu, quoi, finalement. Et je pense que les mecs en jouent grave, quoi, parce que du coup, ils se disent ils iront pas voir ailleurs, donc je peux faire que de la merde, quoi. Parce que finalement, c'est des mecs qui font que de la merde et les meufs, en fait, elles disent merci au lieu de se barrer. Ah, c'est terrible. Donc c'est bien dommage. Ouais. C'est terrible à voir. Et puis ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est de les voir eux se couvrir les uns les autres. Quand il y en a un qui fait de la merde, ils sont tous là pour se défendre, pour mentir pour l'autre, pour. Enfin, c'est juste dingue, quoi. C'est un truc qui arrive dans la vraie vie aussi, entre guillemets. Moi, j'ai une amie qui était fiancée à son mec pendant longtemps et en fait, pendant qu'ils étaient fiancés en train d'organiser leur mariage, lui, il allait voir ailleurs. Et le meilleur ami de ce mec qui côtoyait aussi ma pote de temps en temps était très 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 au courant de tout ça et jamais il s'est dit je vais lui dire. Il s'est dit non, je vais couvrir mon meilleur pote, quoi. Normal, tu vois, entre couilles on va pas se balancer, hein, voilà, parce que Bros au cas où, moi ça m'arrive.
Ouais, c'est ça. Au cas où, moi, ça m'arrive, je veux pas que mon pote, il me balance si moi je le balance aussi, hein, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est lamentable. Oh, non, c'est terrible. Ouais. Non, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on pousse un petit peu plus sur les personnages? Qu'est-ce qu'on peut dire de Jax? Qu'est-ce qu'on peut dire de Tom? Je pense qu'il est intéressant, c'est de parler peut-être de Katie et Tom. Oh, parce que eux, vraiment, ils sont allés jusqu'au mariage et tout, tu vois. C'est vrai. Attends, je réfléchis. Enfin, ceci dit, Jax, il a quand même réussi à épouser Brittany aussi, hein. Oui, c'est vrai. Mais que Tom, c'est quand même vachement plus grave que Jax, parce que Tom Schwartz, c'est quand même un gars qui se fait passer pour quelqu'un de sympa pendant des années, que tous les fans l'adorent. Ça a mis beaucoup de temps pour que les gens se rendent compte, en fait, c'est une grosse merde, ce mec. J'avoue que je suis tombée dans le panneau. Hein. Beaucoup de temps. Ouais, bah moi, non. Et voilà, moi je l'ai mis, moi les mecs, tu vois. Et moi, j'ai toujours détesté ce mec. Parce que je voyais la solitude dans laquelle Katie, elle était, mais la pauvre, en fait. Elle en a pris plein la gueule, en fait. Elle passait pour la méchante pendant des années dans la série. Le pauvre Tom, il a vraiment une meuf horrible. En plus, elle lui met la pression pour l'épouser. C'est vraiment elle a des crises de colère. On l'appelait Tequila Katie parce qu'à chaque fois qu'elle buvait de la tequila, la pauvre, bah, elle partait en vrille. Et c'était terrible. Elle partait dans des excès de colère. Elle pleurait hystériquement. Enfin, c'était horrible à voir. Mais en fait, elle était dans une détresse. Vraiment. Et en fait, Tom, c'est vraiment quelqu'un de manipulateur, mais c'est horrible. Il a réussi à manipuler, mais tout public de Bravo, avec bien sûr l'aide des monteurs de l'émission qui ont bien aidé, ça c'est sûr, parce qu'ils ont dû voir des choses qu'ils n'ont jamais montées, etc. Mais il faut pas oublier l'épisode où Katie, elle s'énerve après avoir bu un peu trop de tequila, et en fait à ce moment-là, Tom avait défendu une meuf que Katie n'aimait pas. Bon bref, on s'en fout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, Tom, il est tellement énervé contre Katie qu'elle soit un peu bourrée et tout, qu'il lui renverse une bouteille sur la tête. Et c'est horrible en fait de voir ça, quoi. J'avoue, cette scène était vraiment très choquante. Ah, mais c'est hyper violent parce que en fait, à l'époque, moi je sais parce que je regardais quasi en direct à ce moment-là, et je me rappelle sur les forums, Instagram et tout, les gens mettaient Team Tom machin et tout, vraiment Katie c'est une horrible femme et tout. Et il a fallu en fait que son autre pote Tom, donc qui s'appelle Tom et Tom, et c'est tous les deux trous du cul qui passent leur temps à se couvrir l'un l'autre de leurs conneries. Il a fallu que son meilleur pote fasse une énorme connerie et trompe sa meuf avec sa meilleure pote. Bon bref, voilà. Et pour qu'on se rende compte quand même, en fait, ce mec c'était un gros connard, quoi. Mais ça a mis 10 ans de saison quand même, hein. C'est grave, hein. C'est vraiment grave. Et pour qu'on se rende compte au final, bah non, c'est pas la fille la méchante. Ouais. Parce que bon, on sait très bien qu'on adore faire porter le chapeau aux meufs, tu vois. Mais moi, je trouve ça vraiment plus grave que Jax. Jax, c'est un autre personnage qui, lui, est vraiment, vraiment très, très toxique aussi, sociopathe, tout ce que tu veux. Mais par contre, lui, il l'admet, il l'affiche. Oui, c'est vrai que c'est... Il fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. C'est obvious, voilà. Ouais. Donc, ouais. Et en fait, du coup, je trouve ça d'autant plus grave. J'ai l'impression que même Schwartz, il l'utilise. Parce que comme il est pas aussi terrible que Jax, il s'en sert vraiment pour passer under the radar. Il se couvre avec, du coup il est en mode en fait moi je suis le petit gentil de la bande, voilà. On a Jax qui lui trompe sa meuf à tout va avec toute l'équipe du restaurant, qui visiblement boit beaucoup, se coque beaucoup aussi, ça on a compris. Et Tom qui est le mec gentil qui, le pauvre, a une copine qui le victimise, etc. Castratrice. Castratrice, c'est ça, qui force à lui mettre la bague au doigt, tout ça. Donc voilà, le pauvre, quoi, mais en fait, c'est le pire des trois pour moi, franchement. Ah, carrément, le pire des trois, tu dirais? Ouais, pour moi, c'est le pire des trois. Parce que pour moi, c'est vraiment quand tu essaies de te faire passer pour quelque chose que t'es pas, c'est vraiment quelque chose d'horrible, en fait. Ouais, je suis d'accord. De manipuler un monde, vraiment, parce que cette série-là, c'est une série qui est regardée par des millions et des millions de personnes aux États-Unis. Ils ont quand même gagné des Emmy, des machins et tout. Que pendant des années, il a réussi à se faire brosser dans le sens du poil
par tous les téléspectateurs, tous les fans de VPR et en plus de ça aussi les producteurs machin, c'est quand même fort quoi. Ouais, c'est super fort, c'est vrai. Donc honnêtement. Et Katie, elle est d'ailleurs toujours détestée. Hein. Il y a plein de gens qui sont contents pour elle, qu'elle est divorcée, qu'elle ait l'air de vivre sa meilleure vie désormais et tout. Il y a quand même beaucoup de gens qui la soutiennent, mais il y a encore énormément de gens, quand je regarde dans les commentaires, qui disent tellement de mal d'elle, ça me fait toujours super mal au cœur. Bah parce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. On adore détester les meufs qui ont confiance en elles parce que là, je pense qu'elle a beaucoup plus confiance en elle après le divorce. Et je pense aussi que bah c'est une meuf qui se laisse pas faire, qui ouvre beaucoup sa bouche et tout, et ça plaît pas aux gens quoi. Les gens ils aiment bien les victimes en fait. Voilà, et c'est pour ça que Ariana c'est une des nanas qui s'est fait tromper ouvertement dans le show, etc. par son mec de plus de 10 ans. C'est pour ça que les gens, voilà, l'autre tome, l'ont adoré parce que c'était la pauvre Ariana. Oh mon Dieu, comment on a pu faire ça? Donc du coup, tout le monde s'est rangé avec elle. Mais la saison d'après, quand elle était en mode je ne filme pas avec mon ex, bah tout le monde a commencé à les détester parce que elle a porté ses couilles. En fait, quand une meuf porte ses couilles et ouvre un peu sa gueule, bah en fait les gens ils aiment pas ça quoi. Ouais, c'est vrai. Attends, je repense à cette scène aussi. Je crois que c'est au mariage de Sheena et Brock, le dernier dîner de Schwartz et Katie pour, je crois, le moment où ils vendent leur maison, où le divorce est prononcé, je sais plus. Quand ils discutent dans un restaurant, ouais, ok. Ils sont à un resto tous les deux. Je crois que c'est le divorce qui vient d'être finalisé. Ouais. Et c'est trop triste ce moment où il continue de lui tourner le crâne dans tous les sens, mais elle marche plus. C'est juste, elle est tellement sidérée par sa méchanceté. Elle se remet à pleurer, puis finalement elle quitte la table. C'est vraiment une scène ultra en fait, je crois que c'est une scène où vraiment elle se rend compte le temps qu'elle a perdu avec ce mec, quoi, en fait. Elle se dit, mais putain, mais comment j'ai pas pu, en fait, partir avant, quoi. Enfin, voilà, elle s'est quand même mariée, elle a acheté une maison avec lui. Heureusement qu'elle est pas tombée enceinte. Heureusement qu'elle a pas eu de gosse. Franchement, ça aurait été une terrible erreur, vraiment. Et après, je pense qu'elle s'est dit, putain, tout ce temps-là que j'ai gâché avec ce connard-là, j'aurais pu ne pas, ne pas perdre mon temps. Et là, aujourd'hui, elle est avec quelqu'un d'autre et apparemment, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, j'ai hâte de voir. J'espère qu'on le verra dans la prochaine saison. J'espère. Mais j'espère que ce sera son redemption time. Genre que vraiment, elle aura enfin quelqu'un qu'elle mérite, quoi, d'avoir. Moi aussi, j'espère pour elle. Un peu comme ça a été le cas pour Stassi, donc qui est une des OG que tu as cité tout à l'heure, qui a rencontré son mec, je sais plus, c'était en saison 5-6, un truc dans le genre. Ouais, je crois, ouais. Et qui est pour le coup trop mignon. Tu peux nous dire quelques mots de Beauclerk? Ah là là, Stassi déjà c'était oui parce qu'elle est plus dans la série, mais l'un des persos emblématiques de la série. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou, qui a un humour de malade et ses interviews, ses ITV, elles sont toujours super drôles et tout. Et en fait, elle était avec l'un des gars les plus toxiques de la bande aussi. Mais elle s'en est vite débarrassée. Mais après, elle a trouvé quelqu'un d'encore plus toxique. Enfin bref, c'était vraiment le Patrick, quoi. ouais, Patrick. L'horreur. Et en fait, c'était vraiment Stassi, quelqu'un qui, encore une fois, n'avait pas du tout confiance en elle, à tel point que, alors que elle était vraiment, elle avait un succès de malade avec la série, quand son connard de Patrick lui a dit, tu quittes la série parce que je veux pas que t'appartiennes à quelqu'un d'autre qu'à moi, en parlant du public de Bravo. Et elle a dit oui, et puis elle est allée vivre avec lui à New York, ce qu'elle a regretté après. Elle est revenue dans la série. Mais crawling down, begging for your job back. Ouais, grave. James, mais représente un autre personnage un peu toxique, mais qui finalement. J'y pensais. Ce serait intéressant d'en dire un mot quand même, parce que. Lui, il a réussi à. Continuons sur Clark, on y reviendra. Et du coup, Stassi finalement, elle a trouvé un mec. Je pense aussi qu'elle a eu beaucoup de chance. Encore une fois, moi, je pense que c'est de la chance aussi. C'est son ex-meilleure amie, du coup, Kristen, qui lui a mis sur la route, et elle lui a dit, voilà, j'ai un mec à te présenter, etc. Et puis, ça s'est fait aussi très, très naturellement. Elle a raconté, après, au début, ça a été un peu compliqué parce que son mari maintenant est quelqu'un de très normal, on va dire, alors que Stassi, elle était un petit peu,
dans les délires de tout ce qui est LA, je vais être une actrice, machin, tous les déboires de quand on veut être connu, quoi. Et finalement, il a un peu sorti de ça et je crois que, enfin voilà, aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants, et voilà, elle a une vie normale, quoi. Donc, parce que moi, je pense, t'as une vie normale parce que t'as un mec normal. Ouais. Simplement, il n'y a pas à réfléchir plus que ça, quoi. Et à côté de ça, elle est quand même 2 ou 3 fois New York Times best-seller. Bien sûr, ouais, elle a une super carrière, c'est une femme de tête, elle a tous ses livres qui ont fait New York Times best-seller, elle a son podcast qui cartonne, là elle va produire une série, une série-réalité pour Hulu, ouais. Enfin voilà, elle a plusieurs cordes à son arc. Moi, je pense d'ici quelques années, elle aura peut-être un talk show. Je me dis peut-être sur le câble. Je pense sur YouTube, ça c'est sûr, je la vois bien dans un talk show. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est arrivé à sortir de ce, comment on appelle ça, tu sais, quand quelque chose arrive encore et encore, quoi. Ce pattern, ouais, c'est ça. Ce schéma répétitif. Répétitif, en fait, elle avait vraiment un schéma répétitif où à chaque fois elle se trouvait des mecs de merde et elle s'enfonçait dedans et voilà, et au final voilà, en trouvant son mari actuel, bah elle a réussi à sortir de ça et aujourd'hui voilà, elle a une vie avec beaucoup de succès mais quand même normale, quoi. Ouais. Voilà. Mais ça n'a pas été facile aussi, c'est pareil, je repense à une scène hyper touchante où quand ils sont je sais plus où en vacances et Beau reste à faire la fête avec les garçons et tout, Stacy elle pète un câble parce qu'elle a tellement l'habitude d'être trompée dans ces moments-là que bah du coup elle a pas confiance et Beau il est complètement désemparé parce que en même temps il se dit mais si t'as pas confiance en moi ça va pas marcher en fait, et il y a tout un moment où ils discutent tous les deux, pleure lui aussi, oui ouais. Il est en pleurs, ouais c'est vrai, et où il la console en lui disant aussi et voilà, ça c'est mes boundaries, quoi, enfin, et ouais c'est un beau moment. Et heureusement qu'elle s'est réveillée. Ouais, je pense que ça a été une scène très. C'est une scène aussi emblématique parce que c'est là où vraiment leur relation switch. C'est-à-dire que oui, en effet, elle était encore très très jalouse quand elle s'est mise avec lui parce que bah elle a vécu beaucoup de choses très difficiles. On peut pas lui en vouloir. Mais il a trouvé les mots justes. Je trouve, il lui a super bien parlé, avec vachement de pédagogie. Il a été super calme et tout. Vraiment, bah là, il m'a un peu fait penser à Romain, tu vois, comment il parlait, etc. Genre vraiment, il a mis le temps, il était calme, posé, il s'est pas énervé et tout. Et justement, je pense que c'est là où elle s'est réveillée, elle s'est dit non mais Stacy, en fait, c'est un mec bien, quoi. Enfin, t'as trouvé un mec bien. Voilà. Et je pense que là, il y a un truc qui a switché parce que je crois que ils se sont mariés peut-être 1 an ou 1 an et demi après, voilà, cette scène-là, quoi. Trop contente pour elle. En tout cas, j'ai hâte vraiment, de la revoir dans mon écran. Je vais pas mentir. Bah bientôt, hein, très très bientôt. Elle fait des trucs avec Lisa et tout, donc ouais, carrément. Et alors du coup, James, parce que alors, James est arrivé dans la série après que Kristen ait rompu avec Tom, et ils ont commencé à sortir ensemble et tout. Et ils avaient une relation extrêmement tumultueuse. Il faut dire que comment dire, sont tous les deux des personnes blessées, voilà, ils ont des parcours relativement traumatiques l'un comme l'autre, et ça se manifeste souvent par des comportements vraiment très destructifs pour eux avant tout, mais aussi pour les autres, et donc ensemble ça a carrément fait des chocs à pic. Ouais, c'est clair. Kristen, elle avait son passif de mec pourri aussi, quoi. Et encore une qui sait bien les choisir. Et après lui, ouais, il avait son passif de mère alcoolique, son père qui s'était barré quand il était jeune et qui aussi avait des problèmes d'alcool, de drogue et tout. Et je crois qu'il avait, enfin non, c'est pas je crois, c'est je sais, il avait un problème il n'arrivait pas à gérer sa colère, donc il se tapait des crises et tout. Et puis tous les deux étaient très alcooliques aussi. Drogue, beaucoup, voilà, très alcooliques, etc. Bon, après, la drogue dans cette série, on en parle, enfin personne n'en parle parce que tu vas pas parler drogue dans une série câblée aux États-Unis, c'est pas possible. L'alcool, oui, mais la drogue, en tout cas, nous on sait, voilà, nous on sait, on le voit bien, voilà, il y en a beaucoup. Et évidemment ça exacerbe tout, quoi. Mais c'est un mec qui voilà, il s'est tapé plein de meufs qui n'étaient pas pour lui. Et un jour, il s'est trouvé une petite gamine plus jeune que lui, mais quand même beaucoup plus mature que lui, qui s'appelle Ali et qui
tout changé et je pense que c'est aussi une nana qui porte ses couilles et qui lui a dit en fait c'est simple, si tu changes pas je me casse. Et en fait ça a un peu tout changé. Il y a eu un switch aussi et il a dit ok c'est bon, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête tout. Et aujourd'hui c'est un mec hyper droit dans ses bottes, qui est super content, super amoureux. En fait c'est Kristen mais en mec, Katie en mec ou Stacy en mec un peu. Voilà, je dirais. Ok. C'est plus Stacy en mec, ouais. Et mais pourquoi, à ton avis, est-ce que l'ultimatum entre guillemets de Ali a plus marché que celui de sa meuf précédente, la fameuse Raquel Lewis? Ah, la fameuse. Parce qu'en fait, celle d'avant, c'était pas la bonne, hein, et je pense qu'elle avait pas assez de personnalité justement pour peut-être pour le retenir. Enfin, c'était dans ses éboires, parce qu'en fait, je pense que au final, donc son ex c'était quelqu'un de, on va dire, franchement, elle avait une personnalité hyper molle, quoi. C'était vraiment une page blanche, la meuf. Très gentil dit comme ça. Ah ouais, vraiment, mais elle servait à rien. C'était un chiffon, quoi. Vraiment une serpillière. Au final, pour moi, un mec qui a pas de personnalité, il me dit ouais, arrête de boire, machin. Je lui dis va te faire foutre, en fait, tu vois. Genre je t'aime, mais en fait non, tu vois. Et Ali, je pense que c'est quelqu'un qui a de la poigne, tout simplement, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'avoue que James, c'est le personnage problématique que j'adore. Moi, je peux plus me passer de lui dans la série. C'est vraiment quelqu'un de cool. Franchement, je l'adore. Je l'aime trop aussi. Et notamment, comme la façon dont il a réagi quand justement le scandale de Tom a éclaté, parce que donc Tom a trompé sa meuf Ariana avec qui il était depuis 9 ans, ils avaient acheté une maison et tout, avec l'ex de James, la fameuse Raquel. Et la façon dont il a réagi et dont il a soutenu Ariana et Katie face à tout scandale, parce que Katie a été mêlée au truc, parce que Tom Schwartz a été utilisé comme alibi pour cacher l'infidélité de Tom et Raquel. Ben, j'ai trouvé ça vraiment très cool, très très cool. Voilà. C'est très dans le girl power, et ça j'ai bien aimé. Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, la réunion de cette saison était vraiment d'anthologie. Hein. Sincèrement. Tellement. Du coup, plus généralement, est-ce que tu penses à d'autres relations toxiques ou mecs toxiques dans les shows de Bravo? Parce qu'on regarde on regarde toutes les deux les Real Housewives, mais pas nécessairement les mêmes shows de la franchise. Donc malheureusement, tu peux pas nous parler du cas d'école qu'on a en ce moment dans Salt Lake City, qui est absolument incroyable. Mais non, je regarde pas. Faut que tu t'y mettes. Regarde au moins la dernière saison. Parce que, bon, à la rigueur, là, cette saison qu'on a en ce moment, elle est vraiment exceptionnelle. Mais du coup, voilà, dans d'autres villes comme Beverly Hills ou je sais pas les autres que tu regardes, Atlanta, je crois que t'as pas regardé. Non, attends, je réfléchis. Ouais, t'avais Taylor et son ex-mari, c'était horrible, on peut parler de ça. New Jersey, t'as Teresa et Louis, quoi. Ouais, moi je connais pas bien parce que je me suis plus ou moins arrêtée là, quoi. Okay. Je sais pas si je peux vraiment en parler parce que je sais pas s'il y a vraiment grand chose à dire, quoi. C'est tellement, en fait, si tu regardes pas la série, tu peux pas te rendre compte. Parlons de l'exemple de Real Housewives de Beverly Hills, qui est un exemple dont on parle toujours aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans une télé-réalité américaine avant, où l'une des Real Housewives se faisait battre en fait secrètement par son mari et on s'en est rendu compte au bout de 2 saisons, je crois, ce qui est relativement long. Et elle a réussi à le cacher à tous les membres de la série. Je ne sais même pas si l'équipe de production était au courant. Elle était mariée à quelqu'un de... C'est même pas toxique à ce niveau-là, c'est grave. Quelqu'un de très violent qui l'a frappée tellement que voilà, elle devait trouver des trucs, enfin voilà, des trucs de ça, elle se maquillait et tout pour pas que l'équipe s'en rende compte. Elle avait des bleus. Un jour, elle raconte qu'elle a une côte qui était cassée, une dent cassée. Enfin, vraiment des trucs horribles, quoi. Et en fait, ça a duré depuis des années. Ils ont une petite fille aussi. Et en fait, ce gars-là, quand le scandale est sorti,
il s'est suicidé après, en fait. C'est ça qui est horrible. Et je pense que, honnêtement, s'il s'était pas suicidé, enfin, c'est horrible de dire ça, mais je me demande si elle serait pas restée avec lui, tu vois. Parce que c'est quelqu'un, Taylor, en fait, à la base, donc les Real Housewives, c'est vraiment, on parle de très très grosses richesses à Los Angeles, hein, voilà, des millions et des millions et des millions de dollars. Et en fait, cette nana-là, elle a grandi avec pas beaucoup d'argent. Et quand elle a trouvé ce gars-là qui était dans la finance, elle s'est dit, bah, jackpot. Sauf que bon, bah, elle savait pas qu'il allait être violent plusieurs années après. Et en fait, je pense que une grosse partie de pourquoi elle est restée avec lui aussi, c'était la sécurité financière, quoi. Donc c'est terrible parce qu'il il la tenait comme ça, par les couilles, quoi. Il savait très bien qu'elle allait pas partir et franchement, si c'était pas suicidé, je me demande vraiment ce qui se serait passé parce que je sais pas s'il y avait vraiment une issue à ça, quoi. Elle était tellement, elle avait tellement peur, en fait. Enfin, c'est quand même une nana qui a dépensé, je sais plus, 70 000 dollars pour les 4 ans de l'anniversaire de sa fille. Enfin, c'était indécent quand elle en avait parlé dans un épisode. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, je ne sais pas comment elle s'en serait sortie. Ce serait sûrement très très mal terminé pour elle, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que ça partait très loin à chaque fois, quoi. Donc ça, c'est une relation toxique qui est vraiment emblématique. Et après, tu as la relation toxique entre sœurs, mais ça c'est différent, entre deux sœurs de la série, voilà, qui est extrêmement toxique aussi, complètement fucked up, même entre les 3 sœurs, je dirais. Mais ça, bon, ça c'est autre chose. C'est entre les sœurs de Kate Hilton, la mère de Paris, juste pour référence pour les personnes qui connaissent pas la série. Non, mais on aura fait 20 minutes sur Vanderpump Rules. Et on n'arrive même pas à en faire 5 sur quelqu'un d'autre. Ouais, c'est clair. Clair. Bah ouais, en fait, je pense que c'est des nanas qui sont quand même beaucoup plus âgées, tu vois, que VPR. Donc elles sont installées dans leur mariage, elles ont leurs gosses, elles ont leurs habitudes, elles ont leur routine. Je sais pas, pour moi, c'est des nanas qui sont bien, qui sont pas, tout est réfléchi, voilà, c'est pas la même génération, quoi. Alors que VPR, il y a des gens qui ont notre âge et des millénials, on sait très bien qu'ils sont un peu drama queen quand même. Certes, mais c'est pour ça, non, il faut vraiment que tu regardes la dernière saison de Salt Lake où il y a cette femme qui a la cinquantaine et qui bassine tout le monde avec son Jean-Michel à longueur d'épisode, mais vraiment, hein, et du coup, dès que quelqu'un se permet de dire quoi que ce soit concernant le slip, elle est là, ouais, pourquoi tu te mêles de mes affaires? Oh my god! Genre, elle a pas du tout confiance dans sa relation. Ah non, mais c'est une catastrophe. Ensuite, elle monte les messages et tu vois, la caméra filme les messages. Le gars, il l'appelle Bestie. Ah, sérieux? Ouais, je te jure. Il appelle Bestie. Red flag. Du coup, t'as tout le monde qu'elle aime. En fait, il te considère même pas comme sa meuf. En fait, il te dit que t'es son ami, quoi. Tu vois, genre. Et elle veut pas l'entendre. Et du coup, un soir, elles sont en voyage et t'as une des meufs qui prend le téléphone et qui répond, écoute, là, je suis occupée, je t'écris plus tard et tout. Et du coup, le mec après fait du forcing pour voir la nana pour avoir un dernier dîner de closure. Et évidemment, il arrive et il commence à complètement la manipuler. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin de faire grand-chose parce qu'elle est tellement dans sa werse avec lui que genre quand il arrive, elle a une scène trop gênante où elle lui dit qu'elle l'aime très fort et puis elle lui fait un cœur avec les mains, tu sais, comme si elle était dans un concert. Oh my god. Ah ouais, non, et ça, c'est des nanas qui ont une cinquantaine d'années, faut le dire. Extrêmement cringe. Et donc, du coup, après ça, on la voit une autre soirée débarquer avec un type et du coup, tout le monde pense que c'est lui. Mais en fait, non, c'est un autre gars. Et il y a un autre couple du casting qui, pour être un peu messy, invite le premier dude. Qui se pointe, du coup la meuf elle pleure et tout, enfin c'est intense. Ils sont vraiment particuliers à regarder, mais je trouve ça intéressant de les voir faire, ne serait-ce que pour voir que si on ne fait pas le travail pour justement sortir, casser les patterns comme tu disais tout à l'heure, eh bien à 50 ans ça se produit encore et c'est terrible. Et je trouve ça intéressant à voir aussi
pour le point de vue des copines, parce que là, tu vois vraiment toutes les filles essayer de gérer le truc. Il y a une meuf au casting qui est trop drôle, s'appelle Marie, qui dit non, mais personne s'intéresse, personne, tes histoires, je t'en supplie. Tu vois, quand elle dit rester en dehors de ma relation, elle dit avec plaisir, ne m'en parle plus jamais. et du coup, elle dit keep me out of it. Du coup, il y en a une autre qui répond qui dit keep me out of it too, et il y en a une autre qui répond keep me out of it three. Donc, on s'en fout. Ah putain, le message est passé, c'est dur. Ah ouais, non, mais vraiment. Mais c'est intéressant de voir ça, puis c'est intéressant de voir aussi comme ce grown-ass man continue de se comporter comme Jax quand il avait 20 ans, quoi, justement. Bah, Jax, faut se dire, aujourd'hui, il a quoi, 46, je sais pas quel âge, là. Enfin, aujourd'hui, il divorce de sa femme. Enfin, il sera toujours pareil, quoi. Il changera jamais, ce type. C'est clair et net, quoi. Pour moi, quelqu'un qui est comme ça, ça change pas. T'as vu la scène dans le, entre guillemets, spin-off de Vanderpump Rules où Brittany demande la séparation avec Jax? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'en as pensé? Quand il est dans le déni, c'est ça? Ouais, je crois, c'est ça. Je me rappelle plus. Mince. Genre... Je me rappelle plus. Déjà, je crois, il lui demande de descendre. Elle dit non. Du coup, il monte dans la chambre pour parler. Monter. Ouais. Je crois qu'il est dans le déni et je crois qu'il est. Je me souviens. Je crois qu'il lui dit ouais, non mais je vais aller voir le psy cette fois-ci. Je vais aller voir le psy et je vais travailler là-dessus. Le truc qu'il a promis d'abord à Stacy il y a 15 ans. Ensuite, il avait aussi promis à Brittany, puis il est allé tellement de fois chez le psy pendant 1 ou 2 fois. Il raconte. Je me demande même si... Il raconte. Attends, pardon. Il a dit qu'il n'est pas allé. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, de mémoire, il s'était pas tapé une de ses psys comme ça une fois? Ah oui, non, il y avait des rumeurs comme quoi il s'était tapé sa prof de Reiki. Mais non, finalement, il s'est pas tapé. Non. Mais il y avait des rumeurs. Hein. Il aurait été carrément capable. Mais honnêtement, oui, c'est le genre de mec qui te promet monts et merveilles et puis putain après il y a rien quoi. Enfin genre Brittany l'a dit, il m'a promis pendant des années qu'il allait voir un psy, etc. Et j'attends toujours quoi. Bon et alors est-ce que il n'est pas allé parce que le psy était trop loin. C'était trop loin de chez lui. Il avait la flemme d'y aller. Est-ce que tu es d'accord avec genre je suis curieuse d'avoir ton take là-dessus. Genre par rapport à Brittany, il y a pas très longtemps, donc quand le divorce a été annoncé, j'ai eu une dispute Instagram dans les commentaires d'un compte fan de Bravo avec une meuf qui m'a enchaînée parce que je trouve, mon opinion, de la part de personnes qui, pour les personnes qui m'écoutent, enfin qui ont déjà écouté les épisodes précédents de mon podcast, savent que j'ai pris mes responsabilités par rapport à mes relations toxiques, notamment la plus toxique d'entre elles. Mais est-ce que tu crois pas que Brittany, elle savait où est-ce qu'elle mettait les pieds? Et elle a fait le choix de mettre des œillères et de pas voir les plusieurs saisons documentées qu'il y avait de ce mec se comportant comme un sombre connard auprès de toutes les femmes de son entourage, et qu'elle a fait le choix, peut-être pour être dans la lumière des projecteurs éventuellement, parce qu'elle venait quand même du trou du cul du Kentucky, de se mettre avec ce type qui était à haut risque et de le marier et de lui faire un enfant. Qu'est-ce que t'en penses, complètement, toi 100%, et c'est son karma, ça. Hein. Le fait de comment ça s'est mal terminé, c'est son karma. C'est complètement ça, en fait. Enfin, je veux dire, il y a un épisode quand même où on lui met le nez dans la merde, où elle écoute un audio de son mec qui parle à une meuf avec qui il la trompe en lui disant je couche plus avec Brittany parce que elle m'attire plus, etc. machin. Par contre j'ai adoré coucher avec toi, blablabla. Enfin et elle a quand même quelques jours après elle s'est remise à coucher avec lui. Et elle a dit oui, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps envie de coucher avec lui et tout. Il y a un truc. En fait, j'ai juste envie de prouver que c'est mon homme à moi et que plus personne pourra y toucher, etc. Et la saison d'après, c'est leur mariage, quoi. À Versailles, Kentucky. Non, mais j'ai même pas les mots, quoi. Enfin, et pour moi, c'est son karma. Hein. Elle a voulu, elle a eu. Hein.
Clairement, on est d'accord. Et à un moment donné, je comprends que le mec soit ultra... même pas que la personne te dise, non, c'est tellement évident, en fait. Bah, elle était en mode, ouais, tu peux être une vraie sœur, ça te coûte rien de défendre les femmes, machin. Je lui ai dit, alors là, ma poule, tu sais pas à qui tu t'adresses. Non, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire qu'on peut quand même être désolé pour elle. Mais on peut aussi lui dire, mais en fait, Britney, tu le savais. Donc en fait, c'est compliqué, tu vois, finalement de se dire ah la pauvre, etc. Parce que il y a eu des années de ça avant, quoi. Tu le savais très bien. Et en effet, moi, je pense que c'était beaucoup aussi pour la lumière, hein, ça c'est clair. C'est très possible. Mais à la fois, tu vois, je trouve que ce discours ressort moins concernant Ariana, alors que pourtant elle savait aussi, puisque la façon dont elle s'est mise avec Tom, c'était exactement la façon dont, pardon, ça s'est fini avec Tom, c'est la même façon que ça s'était fini entre Tom et Kristen. À savoir que Tom avait trompé Kristen avec Ariana, avait nié en bloc, etc. Et d'ailleurs, Kristen, à la fin, elle a cette phrase où elle dit, good luck, tu l'as voulu, tu l'as eu, mais maintenant tu sauras pas où il est, quand il t'écrit des messages, ni à quelle heure il rentre, etc. Et en fait, 10 ans plus tard, effectivement, le schéma s'est reproduit. Faut savoir quand même qu'elle en a pris plein la gueule aussi, Ariana, comme ça. Il y en a plein qui lui ont dit, en fait, tu l'as perdu comme tu l'as eu, en fait. Donc, elle a quand même eu, elle s'en est quand même pris plein la gueule par rapport à ça. Moi, je suis pas de cet avis parce que je trouve que la manière dont ça s'est passé, c'était très différent, en fait. Il faut savoir que Kristen et Tom, ils avaient quand même une relation déjà ultra toxique de base. Kristen, elle avait déjà trompé. Enfin, c'était vraiment pas pareil, quoi. Honnêtement, je pense que c'est pas comparable. Parce qu'en plus, Ariana et Tom, on sait très bien qu'Ariana, elle a jamais trompé Tom. Hein, donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. 2 ans pour le savoir, quoi. Donc, trêve de prosélytisme pour les shows de Bravo, justement. Est-ce que tu penses à d'autres shows ou films qui traitent de ce sujet dont tu voudrais parler, qui le traitent en romantisant le sujet ou non? Bah oui, du coup, ça c'était les 2 exemples dont je voulais parler. Donc t'as forcément À tout jamais. Donc je crois que c'est le titre en français, non, de Notebook, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Ouais. Et en fait, dans ce film-là, c'est vraiment une relation donc qui se passe dans les années 40, je crois. Et donc on a 2 caractères explosifs qui se rencontrent, etc. Et qui sont quand même relativement toxiques. Quand tu regardes le film de cet œil-là, tu t'en rends franchement compte. On se dit c'est hyper romantique, etc. Elle à la base, elle est avec un autre mec qui est beaucoup plus calme, qui est l'opposé de Ryan Gosling, etc. Puis elle va rencontrer Ryan, et puis ce sera genre vraiment très passionnel. Enfin voilà, ils vont pas pouvoir se détacher l'un de l'autre. Bah déjà, au moment de la rencontre, il la force à avoir un date avec elle. Oui, complètement. Il la harcèle parce que en fait, il se dit je l'aime bien. Je vais la forcer à avoir un rendez-vous avec moi, quoi. Et bon, elle craque parce que c'est les années 40, donc c'est difficile de dire non à un mec. Et puis surtout, encore une fois, c'est romantisé à mort, voilà. C'est vrai, à l'époque. Non, mais t'as raison, non, c'est vrai. Tu vois. Non, mais c'est romantisé à mort aussi, le gars Nicolas Sparks qui a écrit le livre. Enfin, tous ces livres, c'est un peu ça, quoi. C'est cucu gnangnan à la sauce romantique américaine, quoi. Et bref, et tout ça pour dire que au final, c'est un couple qui passe son temps à s'engueuler, il se tape littéralement dessus, genre vraiment, il se tape dessus physiquement, en fait, genre c'est ouf. Et genre après, à la fin du film, t'es en mode trop cute, ils ont fini ensemble et tout, puis après elle a Alzheimer et tout, bref, c'est déprimant. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est le genre de film. Et puis moi, je regarde beaucoup de dramas coréens, et en fait, il y a vachement de ça aussi, les relations toxiques où t'as le mec qui est blindé, genre c'est le patron de la boîte et tout, et puis il va tomber amoureux de la stagiaire ou ce genre de truc, et elle est toute genre mi, tu vois. Avec des différences de pouvoir catastrophiques. Ils adorent ça, les Coréens, ils adorent ça. Et par contre, aujourd'hui, ça change parce que
dramas coréens sont produits par Netflix International, donc ils sont obligés d'être vachement plus dans les codes européens, etc. Mais quand tu regardais les dramas coréens à l'époque, quand c'était pas encore connu dans le monde entier comme c'est maintenant, bah c'était hyper toxique, c'était vraiment abus de pouvoir, etc. machin. Mais pour eux, c'était hyper romantisé, c'était trop mignon, la stagiaire qui est forcée d'accepter un date avec le patron et tout, tu vois. Et genre alors que c'est hyper fucked up, quoi, c'est complètement tordu. Complètement. Et puis t'as le fameux film du coup donc que tu n'as pas vu, il faut que je te file le livre, je te le ramène jeudi, avec Blake Lively, donc qui s'appelle Jamais plus. Et alors, attends, juste avant de passer dessus, je voulais juste... Par contre, je vais te spoiler, par contre, si je te raconte. Oh, c'est pas grave, je pense que j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur le film. Mais par contre, je voulais juste revenir sur une scène de Notebook avant d'enchaîner sur It Ends With Us. C'est le passage où, en gros, ils se retrouvent des années plus tard, machin, elle était sur le point d'épouser un type très gentil, très bien, machin. Et lui, il refait surface dans sa vie et du coup, elle se demande quoi faire, tu vois. Le choix est cornélien. Est-ce que je me mets avec mon amour de jeunesse ou alors je choisis la stabilité qui m'est garantie avec cet homme-là qui a l'air un peu boring, un peu moins sexy, un peu machin. Et en fait, je trouve que cette scène, ce passage est ultra parlant parce que le mec avec qui elle est fiancée, il est ultra compréhensif. Vraiment très calmement, comme tu disais tout à l'heure de Romain, quand t'as un problème, il s'assied, qu'est-ce qui se passe, il essaie de te comprendre, et il a de l'empathie pour toi et il se met vraiment à ta place, quoi. Il capte la situation dans laquelle tu es et il te souhaite juste de faire le meilleur choix pour toi, quoi. Et du coup, c'est ce qu'il dit à Rachel McAdams. En gros, il lui fait confiance de faire le bon choix pour elle et voilà, sans rancune, il comprendra quand même si elle choisit l'autre, quoi. Alors que Ryan Gosling, lui, il lui hurle dessus. Mais qu'est-ce que tu veux? What do you want? C'est le gars ultra colérique. Insupportable. J'ai trouvé ça tellement parlant aussi, ce moment. Tu sais, c'est genre le truc, le côté un peu bad boy, tu vois. Quelle flemme. Mais ça aussi, je pense que ça m'a aidé aussi à trouver un bon mec, ça, tu vois. C'est que moi, le côté bad boy et tout, un peu inaccessible, mystérieux et tout, il y a plein de meufs qui kiffent ça, tu vois. Mais moi, je déteste. Moi, j'aime bien les mecs sur qui tu peux compter, qui sont un tout petit peu boring, tu vois, mais qui ont l'air boring. Mais finalement, quand tu creuses, tu vois, il y a tellement plus. Mais moi, j'aime pas du tout les mecs comme ça, mystérieux et tout machin. Ça m'emmerde, genre vraiment. Moi, j'ai jamais été, je veux la passion, je veux ça, tu vois. Moi, j'aime la stabilité, la normalité parce que c'est ce qui fonctionne et en fait, 10 ans après, c'est pas la passion qui va te faire tenir ta relation, en fait, tu vois. Ça, c'est pas possible. Genre, ça n'existe pas, la passion. C'est quelque chose qui est très éphémère et qui ne dure pas dans le temps. Et, bon, en l'occurrence, dans The Notebook, ça a fonctionné, tu vois. Bon, c'est un film, hein, franchement. Ça reste un film. Voilà, quoi. Ça reste un film. Moi, j'y crois pas une seconde. Dans la vraie vie, il se serait entretué et elle serait allée voir ailleurs, tu vois, et lui aussi. Mais oui, dans les rom-coms, c'est toujours comme ça, le petit mec un peu boring, genre ah oui, je crois en tes choix, etc. Ce genre de truc et tout, mais du coup, ils les font passer un peu pour des grosses lavettes, quoi. Mais en fait, en fin de compte, moi, c'est ça qui m'attire, c'est vraiment ça, en fait, ce genre de mec, quoi. Mais bon, évidemment, on est tous calculés pour adorer le genre de personnage comme Ryan Gosling, très explosif, canon. Et voilà, quoi. Mais comment t'expliques que t'es passé à côté de ce conditionnement qu'on subit un peu toutes? Parce que moi, j'avoue, je suis un peu coupable, hein, le bad boy. Si mon ex c'était pas ça, bon. J'aurais pas eu d'histoire, quoi. Ouais, je suis pas très fière de l'avouer, mais bon, je vais le reconnaître quand même. Bah, en même temps, c'est quasi toutes les nanas. Bah, je sais pas, c'est pas mon truc. Je sais pas, vraiment, c'est pas, je saurais pas l'expliquer. C'est dans ma personnalité. Moi, j'aime bien être safe. J'aime pas les surprises. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien sa routine, etc. C'est ma personnalité, quoi. Tu vois, je pense, hein, tout simplement. Bon, c'est trop cool, en tout cas, tant mieux. Bon, du coup, tu peux revenir sur It Ends With Us. Du coup, l'autre film. Ouais. Voilà, It Ends With Us avec Blake Lively. Donc, c'est l'histoire d'une nana, voilà, qui a un passif, son père frappait sa mère, etc.
Et en fait, pendant le film, elle se trouve un mec qui est beau super sous tout rapport. Il est canon. En plus, il est chirurgien, plein de fric. Et elle ouvre sa boutique de fleurs juste à côté. Et en fait, elle va bosser avec la sœur de son mec. Enfin bref, tout ça pour dire que il tombe follement amoureux. Et en fait, au fur et à mesure du film, il y a plein de petites choses un peu bizarres qui arrivent. Donc ils sont en train de faire à manger et puis d'un coup il sort un truc du four, il oublie de prendre un torchon pour sortir le truc du four et elle lui fait attention, tu vas te brûler, et elle tombe d'un coup en fait. Ensuite ils sont en train de parler dans les escaliers, la discussion est un peu houleuse, etc. Elle tombe dans les escaliers. Ça commence à faire beaucoup et en fait elle commence à se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait il la frappe. Elle était complètement dans le déni et genre après t'as des flashbacks en fait où tu revois les scènes mais d'un angle complètement différent où en fait elle se rend compte que il est violent envers elle quoi. Et elle décide de le quitter sauf que elle se rend compte qu'elle est enceinte, voilà. Et genre elle l'a quand même épousé hein. Voilà. Mais elle se rend compte qu'elle est enceinte et puis genre elle dit moi je vais pas avorter parce que c'est mon bébé, c'est notre bébé, etc. Ils restent en contact et tout et en fait elle a l'occasion de retourner avec lui et en fait le titre du film s'appelle Jamais plus parce qu'en fait elle dit c'est jamais plus, c'est moi qui vais casser ce pattern, donc comme tu disais cette répétition, etc. parce que moi ma mère elle se faisait frapper et ça recommencera pas avec moi en fait. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que voilà, elle arrête ça en fait tout de suite et elle dit je serai pas comme ma mère. Ma mère, elle a jamais quitté mon père. Et voilà quoi. Et du coup, elle décide de se barrer et elle se remet avec son ex qui est quelqu'un de très gentil, voilà. Et le contraire de son mec, enfin de son ex. Et non, franchement, c'est assez bien fait comme film parce que tu vois vraiment, il y a deux films en fait. Il y a vraiment le film où elle ne se rend pas compte en fait de cette violence-là parce que elle est dans le déni. Et il y a l'autre partie du film où vraiment elle se rend compte et là c'est vraiment sans mauvais jeu de mots, genre un coup de poing dans la gueule. Et elle se dit putain mais waouh, en fait c'est un connard et elle a pas peur de le dire quoi. Et elle lui dit mais en fait tu me frappes. Et elle lui dit, le jour de l'accouchement, il est hors de question. Un jour, tu me frappes devant notre fille. Elle a des mots super durs, en fait, tu vois. Et elle a pas peur de mettre les mots dessus. Et je trouve ça super parce qu'il y a tellement de femmes qui se font frapper aujourd'hui, qui meurent sous les coups de leur conjoint et qui ont honte d'en parler et tout. Et je pense que c'est vraiment un super film parce qu'elle dit les mots, elle a pas peur de dire les mots, elle a pas honte. Et parce qu'il y a tellement de femmes qui ont honte, mais en fin de compte, c'est pas elle qui devrait avoir honte, c'est celui qui frappe qui devrait avoir honte en fait. Mais aujourd'hui, les stigmas, c'est toujours bah ouais, mais elle a fait quoi pour mériter ça? Voilà quoi. Donc non, franchement, c'est vraiment un super. Et le livre est vraiment bien aussi parce que tu t'en rends pas tout de suite compte. T'es comme elle en fait. Okay. Moi, j'avais lu le livre avant de regarder le film et en fait, quand je m'en suis rendu compte, j'étais purée. En fait, on pense que le mec il est parfait. Et en fait, t'es spectatrice en même temps qu'elle. C'est-à-dire que tu te rends compte en même temps qu'elle qu'en fait, c'est une merde, le mec, et il la frappe et il la frappe vraiment très violent. Elle saigne, elle a un moment la mâchoire, enfin bref, des trucs assez violents, quoi. Mais voilà. Ok, super, bah merci pour ça, parce que c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'avais pas entendu le take sur tout cet aspect de mise en lumière du déni qui est très intéressant parce que c'est un tel sujet dans les relations toxiques et les violences domestiques où effectivement le déni se met en place pour protéger la personne, mais joue en fait contre elle parfois. Et c'est hyper intéressant de le voir sous cet angle-là. J'avais jamais entendu parler de ça par rapport à ce film. Moi, j'avoue que j'avais été un petit peu refroidie par toute la communication du film, toute la promo qui avait été faite, genre super up-tempo, genre yeah, mets des fleurs pour aller voir le film, c'est super cool. Et les gens se sont plaints d'ailleurs, hein. Ils ont dit que la promo était beaucoup trop centré sur l'aspect comédie romantique alors que c'est pas une comédie romantique du tout en fait, c'est vraiment super triste comme film quoi. C'est dommage, même s'il y a une belle fin. Oui, voilà, mais tu produis un film, it's a drama, respect it as a drama, parce que sinon surtout sur ce sujet c'est un peu cringe quoi.
Donc j'avoue que moi ça m'avait un peu refroidi, mais là tu m'as donné envie de le voir en tout cas. Donc je regarderai peut-être. Donc tu ne veux pas que je t'amène le livre? Si je veux bien. Non, si je veux bien, mais alors, si tu me le laisses pour un moment, parce qu'il y a Pacos qui m'a prêté L'Amie prodigieuse, donc il faut que je me fasse la trilogie là. C'est mieux le mien. Et... oh là là. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette conversation passionnante. Est-ce que tu as un autre film ou livre auquel tu penses là que t'as pas traité? J'ai rien qui me vient en tête. Bah si, quand même. On va parler de Ross et Rachel quand même. Quand même, oui. Oh là oui. Ouais, en fait. Quel bel exemple. Pas, mais c'est quand même une belle relation toxique, ça aussi. Ah ouais. C'est-à-dire que ça reste le couple emblématique des sitcoms, de la sitcom qu'on aime tous, enfin pour la plupart. Mm-hmm. Mais Ross et Rachel, quand on y poste, c'est un peu de notre book, quoi. C'est un peu le même délire. C'est-à-dire que ils s'entendent pas, mais ils forcent quand même la relation, quoi. Parce que envers et contre tous, même s'ils s'entendent pas, ils s'aiment, quoi. Mais quand on regarde la série, enfin moi je l'ai vue, je pense 150 fois la série, genre vraiment sans exagérer, on se rend vraiment compte que finalement ils sont vraiment pas faits l'un pour l'autre, quoi. Vraiment pas, quoi. Ross est quelqu'un d'hyper jaloux, hyper possessif. Bon après ce qu'il a vécu, en même temps c'est compliqué de se faire quitter par sa femme qui finalement est lesbienne. Mais je pense que c'est quelque chose qui pèse et c'est pour ça que Rachel le quitte, machin, parce que il pense qu'elle s'est mise avec Mark alors que pas du tout. Et après en plus il a le culot d'aller la tromper alors que ça fait même pas 1 heure qu'ils sont plus ensemble. Enfin bref. But they were on a break. Ouais, no, they were not on a break. Enfin peut-être, mais genre pas depuis 1 heure. Tu vas pas aller voir quelqu'un au bout de 1 heure, quoi. Ça se fait pas. Donc je pense qu'il y a quand même une limite d'attente entre le break et aller coucher avec quelqu'un d'autre. Mais tout ça pour dire voilà, ils sont franchement ils sont hyper toxiques, quoi. Bref, même si je les adore et que ça reste l'un de mes couples préférés, mais en même temps voilà, quand tu regardes les sitcoms des années 80-90, il y a beaucoup de couples toxiques et c'est ça aussi qui est un petit peu fun. Voilà. Bah ouais, pour faire effectivement pour faire une série, c'est il y a quand même besoin un peu malheureusement de cet élément là. Parce que sinon, tu vois, genre. Bah, sinon, on a Marshall et Lily de How I Met, qui sont ensemble depuis 1000 ans. Et la relation, il y a pas grand-chose, quoi. Il se passe pas grand-chose, hein. Ils sont amoureux, ils s'aiment. Voilà, c'est ça. Voilà, quoi. On fait des blagues sur ce qui se passe dans leur couple et avec leurs amis et tout, mais sinon, leur couple en soi n'intéresse personne. Exactement. Ouais. Mais c'est ça qui est triste et je pense que malheureusement il y a trop de personnes, notamment des femmes, qui effectivement n'ont pas beaucoup confiance en elles, qui effectivement ont peut-être aussi un craving for some sort of attention et qui du coup le placent mal et choisissent quelqu'un qui va provide un certain nombre de rebondissements pour quand elles voient leurs copines, etc. Et ça peut être tout à fait, je dis pas ça de façon médisante, hein, pas du tout, mais ça peut être tout à fait quelque chose d'inconscient et tout, tu vois, genre, on en parlait récemment avec une amie, mais le jour on a fait toutes les deux le choix de plus entertain ce genre de bouffon autant qu'on le faisait quand on était gamine. Il y a beaucoup d'amis dans notre entourage pour qui on n'était plus intéressante en fait, parce qu'on n'avait plus toutes ces histoires juicy. C'est triste. C'est triste de ouf, hein, à raconter. Parce que du coup on sort moins, on rencontre moins de gens, tu vois, moi je passe la plupart de mon temps dans ma chambre à jouer de la guitare ou tu vois, faire du yoga et tout. Quoi de neuf? Pas grand chose, tu vois, j'ai fait de la guitare et j'ai regardé telle série et puis je me suis couchée, tu vois, et du coup ça les fait plus rire, c'est plus divertissant. Sauf que la vie des gens, c'est pas une série. Bah non, en fait. C'est la vraie vie, quoi, et c'est pas toujours drôle. Clairement. En tout cas, je crois que c'est bon, on a fait le tour là pour l'instant. N'hésite pas, si tu penses d'ici là à prendre des notes la prochaine fois que tu vois quelque chose comme ça qui te fait penser à Time to Bloom. On pourra peut-être faire un sequel. Écoute, pourquoi pas. On verra bien si on a des nouveaux exemples. Trop cool. On pourrait parler aussi de nos amis. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire.
J'aimerais que je parle de leurs histoires. Je sais pas. Sur Madame Laura. Non. Peut-être les vieilles amies éventuellement, celles qui en parlent plus, tu vois, par exemple. Je suis pas sûre. Ouais, ah oui, celle à qui je parle plus. Ouais, peut-être. Tu vois, comme ça, on évite les problèmes, mais give something real. Enfin bref, on brainstormera à l'occasion. En tout cas, c'était trop cool de t'enregistrer. J'ai trop hâte de te présenter à l'auditorat du Time to Bloom podcast. Je suis sûre que tout le monde va beaucoup rigoler et apprécier ta franchise et être inspiré aussi par ta relation qui, encore une fois, est souhaitable pour toutes. Parce que voilà, we want boring, we want stable, we want healthy, we want supportive et voilà, loving, hein, finalement, c'est ça l'amour. Exactement. Et sur ces jolis mots, je vais te laisser et j'aurai le plaisir de te voir jeudi. Oui, yeah. Moi aussi. Te fais des gros bisous, Laura. Merci pour ton temps. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré à bloomer. Si c'est le cas, s'il te plaît, partage-le à ton réseau sur tes réseaux. N'oublie pas non plus de donner 5 étoiles à l'émission et bien sûr de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je te rappelle au passage le lancement imminent du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love. Les portes seront bientôt ouvertes aux inscriptions, mais il est désormais possible de se préinscrire gratuitement en tant que Bloomette fondatrice, statut préférentiel qui te permettra de bénéficier d'un tarif exceptionnel à l'occasion du premier lancement du programme, ainsi que de la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme en échange de tes feedbacks et témoignages. Et si tu ne peux pas attendre pour commencer à bloomer avec moi, alors rendez-vous sur mon site www.thepruneyoga.com pour consulter les différentes options pour démarrer dès aujourd'hui le Bloom processus ensemble. Tu peux soit réserver un coaching particulier en one-to-one ou bien télécharger gratuitement des ressources Bloom pour commencer à bloomer en autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien. Bloom!